Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Dans cette édition, nous ferons un point sur le déconfinement en France et les mesures actuellement en vigueur. Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco, nous expliquera comment les deux pays, Monaco et France, poursuivent leur coopération et avancent sur les dossiers communs depuis des mois sur fond de crise internationale. Une crise qui complique et paralyse beaucoup de choses. La cause environnementale reste au premier plan. Immersion de coraux rouges au large de la plage des pêcheurs, opération de nettoyage sur le port Hercule ou entrée en vigueur de nouvelles restrictions dans l'usage du plastique dans notre quotidien. Nous ferons un point complet sur toutes ces initiatives. C'est la nouvelle formule d'études en vogue. L'alternance séduit de plus en plus de jeunes et d'entreprises. Emmanuel Cellario, chef du service de l'emploi, sera notre invité pour nous présenter les nombreux avantages de cette formule et pour annoncer le lancement le 1er juin d'une plateforme dédiée pour mettre en relation étudiants et employeurs. Les jeunes philosophes à l'initiative des rencontres philosophiques. Plusieurs sessions viennent d'être organisées pour éveiller une réflexion chez les plus jeunes, notamment autour de la question de l'humour et de la liberté d'expression. Reportage à suivre. Le Focus Info de cette édition sera consacré au concert donné dimanche à l'auditorium Régnier 3 avec deux solistes, Elisabeth Leonskaya et Marie-Nicole Lemieux, pour interpréter des œuvres de Brahms et Berlioz. Mais pour débuter ce journal, une visite princière pour les jeunes mamans ce matin au centre hospitalier Princesse Grace. Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, a effectué sa traditionnelle visite au centre hospitalier Princesse Grace. L'occasion de rencontrer les mamans et leurs nouveau-nés en principauté. Ravis de cette délicate visite, les mamans se sont vues offrir par la princesse quelques présents. Un joli moment d'échange, de complicité et d'émotion. La France franchit étape après étape dans son déconfinement. Et comme à Monaco, la prudence est de mise. Mais comment les deux pays parviennent-ils à harmoniser leurs décisions ? Comment la coopération se poursuit-elle malgré les difficultés induites par la crise ? Pour répondre à ces questions, l'ambassadeur de France, Laurent Stefanini, est notre premier invité. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir madame et merci de m'accueillir une nouvelle fois. Le maître mot aujourd'hui en France comme à Monaco, c'est l'assouplissement des mesures sanitaires en vigueur. Comment s'opère le déconfinement en France ? Alors il s'opère de manière extrêmement progressive parce que nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. La situation en principauté est favorable. En France aussi, elle l'est, un petit peu moins, mais elle l'est quand même globalement, en particulier dans les Alpes-Maritimes. Mais le gouvernement a décidé d'avoir des étapes successives de desserrement, sachant que nous avons encore à peu près 60% des lits d'hôpitaux qui sont occupés par des malades de la Covid. Et donc, c'est encore un souci, même si évidemment, dans l'ensemble du territoire français, le taux d'incidence baisse à partir de mercredi 9 juin en France. Les restaurants seront de nouveau ouverts. La jauge pour les spectacles augmentera. Donc nous sommes dans une pente assez favorable. Mais nous gardons toujours en tête qu'il y a de nouveaux variants qui apparaissent. Donc voilà, donc il faut être très prudent. Oui, d'autant plus que l'on a assisté à des scènes parfois inquiétantes avec des regroupements très importants sur les terrasses. Est-ce que la politique du stop and go peut être mise en œuvre à un moment donné si les mesures strictes ne sont pas suffisamment respectées ? Alors je pense que nous cherchons tous à l'éviter. C'est-à-dire que c'est justement pour ça que nous ne desserrons pas trop vite, pour ne pas avoir à resserrer ce qui, en ce mois de juin, enfin, le 1er juin demain, aurait un effet psychologique assez désastreux. Une nouvelle étape a été franchie la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La France a voté la mise en œuvre d'un pass sanitaire. Alors, nous essayons d'aller le plus rapidement possible. Et je dirais que nous le faisons
de la manière la plus concertée avec la Principauté de Monaco, puisque nous avons par exemple demain, 1er juin, une réunion assez importante et le principe est d'avoir, je dirais, le même pass sanitaire en Principauté et en France. Ce pass sanitaire permettra d'avoir, sous une forme papier et sous une forme informatique, Internet, d'avoir des informations essentielles, d'abord sur la vaccination des personnes, deuxièmement sur leurs tests, les tests PCR, les fameux tests PCR en particulier, et troisièmement aussi des informations sur les personnes qui ont eu la maladie et qui ont été guéris et qui par conséquent ont des taux d'anticorps assez élevés. Donc ça veut dire que ces informations, qui sont donc des informations sensibles, parce que ce sont des informations personnelles et des informations de santé, il doit y avoir un certain nombre de garanties, mais nous sommes en train d'y travailler et nous espérons que ce pass sanitaire pourra, dans les jours qui viennent, disons à l'horizon d'une dizaine de jours, entrer en fonctionnement aussi bien en Principauté qu'en France. Alors vous l'avez évoqué, il y a eu une réunion de travail à ce sujet entre Monaco et la France. Les deux pays ont énormément coopéré au cours des derniers mois. Comment parvenez-vous à faire avancer les dossiers dans ce contexte international qui est extrêmement difficile ? La communauté de destin, qui est dans le traité de 2002, ça veut dire que nous sommes indissociablement liés et que nous cherchons évidemment à nous aider le plus possible. C'est-à-dire que la Principauté de Monaco a bien conscience des contraintes qui pèsent sur la France et la France également sur celles qui pèsent sur la Principauté de Monaco en cherchant à l'aider le plus possible. C'est un exemple de la qualité des relations. Je n'ai pas vu, moi, ça fait à peu près 20 mois maintenant que je suis en Principauté comme ambassadeur de France. Les relations ont toujours été excellentes, mais c'est vrai que c'est dans ces périodes de crise en quelque sorte, on les teste. Et que depuis un an, ça s'est vraiment extrêmement bien passé, même si, par la force des choses, un certain nombre de dossiers de fonds ont été repoussés. Et puis, il y a eu quelques petites incompréhensions, parfois des décisions difficilement acceptées par la population monégasque. Est-ce que cette expérience passée va peut-être servir de jurisprudence et permettre à l'avenir de mieux prendre en compte l'exception monégasque ? Ah oui, bien sûr, on a toujours, dans toutes les circonstances, dans tous les moments de crise, on a toujours, si je peux dire, un retour d'expérience et un retour sur expérience à faire, et donc ça nous aidera aussi à... Mais vous aurez noté que aussi bien du côté, je dirais, du prince et du gouvernement princier que du côté du gouvernement français et du président de la République, il n'y a eu absolument à aucun moment aucune déclaration. Alors il y a pu y avoir des déclarations venant de responsables locaux ou d'élus locaux, mais voilà. Et puis de toute façon, elles sont tout à fait derrière nous. Il risque d'y avoir un cas d'école cet été pour les touristes étrangers qui vont vouloir se rendre à Monaco. Ils devront immanquablement traverser le territoire français. Comment allez-vous travailler sur ce point ? Il y aura une harmonisation des demandes à l'égard de ces touristes étrangers ? Par la force des choses, puisque le point d'entrée principal en Principauté, c'est la France, en particulier l'aéroport de Nice. Donc ça veut dire que nous serons obligés d'utiliser et de mettre en place les mêmes mesures. Mais sachez bien que sur l'ensemble du littoral, la demande est aussi forte, pour des raisons économiques, de voir revenir les touristes. Et que, par conséquent, il y a une sorte d'alliance objective entre la Principauté de Monaco et les autres grands sites du Midi français pour ouvrir le plus possible aux touristes français, aux touristes étrangers et évidemment aussi aux touristes français. Par la force des choses, aux touristes français. Un dernier mot, une petite question de logistique, et c'est aussi l'un des points qui est toujours très commenté, c'est le port du masque. On a vu aujourd'hui que dans certaines régions de France, le port du masque n'était plus imposé. Est-ce que c'est une consigne nationale, et c'est notamment important pour les Monégasques qui se rendront dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui ou cette semaine ?
Ça n'est pas encore une consigne nationale, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de régions de France où le taux d'incidence est particulièrement bas et où il y a peu de circulation du virus. Donc ça veut dire que se met en place, je dirais, cette mesure, parce que le masque n'a pas que des effets positifs, il a aussi des effets néfastes, y compris sur le plan sanitaire, il nous empêche un peu de respirer. Donc c'est une bonne chose de pouvoir lever le masque. Mais pour l'instant, c'est fait, comme tout le reste, de manière très très prudente. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. L'environnement, cause nationale. Plusieurs initiatives en la matière sont à souligner, Vanessa Dessy. Le centre scientifique, notamment en collaboration avec le laboratoire de Bagnoul-sur-Mer, concrétise un projet financé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Effectivement, Patricia, un projet dédié à la restauration du corail rouge à l'aide de grottes artificielles. Ces dernières vont être immergées près de la plage des pêcheurs. L'opération de préparation consiste à créer des anneaux de levage, des plaques coulissantes afin de fixer les colonies de coraux. Ce mardi, une équipe de plongeurs ira sur site en reconnaissance. L'immersion devrait ensuite s'effectuer mercredi. Monaco est engagé dans une politique zéro déchet plastique à usage unique. De nouvelles mesures réglementaires s'appliquent à compter de cette semaine. Effectivement, sous l'impulsion du souverain, une démarche vise le zéro déchet plastique à usage unique à horizon 2030. Après l'interdiction des sacs, des pailles, touillettes, gobelets, couverts et assiettes en plastique, les lâchers de ballons de baudruche et de lanternes ont également été interdits en mars 2020. De nouvelles mesures viennent renforcer ce dispositif avec la suppression des pics à steak ou encore des pots à glace, des tiges de ballon et tout couvert en plastique. Ces textes ont pour objectif d'influencer les comportements. Environnement encore, dimanche était organisé le premier Cleaning Day. Oui, Patricia, l'opération s'est déroulée sur le quai Antoine Ier, un mouvement citoyen créé par la Croix-Rouge monégasque qui permet de lutter et de sensibiliser à la prolifération des déchets sauvages. Cette journée de nettoyage a pu fédérer autour de la problématique des déchets qui souillent les sols et encombrent les océans. Un rassemblement qui a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès du grand public. Et puis un vernissage chantant à la galerie L'Entrepôt samedi. Et un vernissage qui mettait en lumière les talents du Golden Voice of Monaco, une passerelle monégasque vers le concours The Voice. Suite au lancement officiel en septembre 2020, retrouvez ces talents au travers d'une exposition à la galerie L'Entrepôt, Art Box Store en collaboration avec MIPAC, à découvrir jusqu'au 5 juin prochain. Nous évoquions les jeunes artistes, une information qui est destinée plus généralement à tous les jeunes qui vont entreprendre ou poursuivre des études. Il est de plus en plus fréquent d'avoir recours à l'alternance, une formule qui présente bien des avantages. C'est ce que va nous expliquer la chef du service de l'emploi à la veille du lancement d'un site internet dédié aux études en alternance. Bonsoir Emmanuel Cellario. Bonsoir Patricia. Quelle est la différence entre apprentissage et alternance? C'est la même chose. Apprentissage, c'est le terme juridique en fait, mais c'est le système de l'alternance, c'est-à-dire qu'on alterne période en école et période en entreprise. Et quelles sont aujourd'hui les formations que l'on peut suivre en alternance? Elles sont nombreuses? Oui, aujourd'hui, toutes les études peuvent se faire en alternance. C'est vrai qu'on peut avoir l'image un peu passée d'un contrat spécifique pour des métiers, on va dire, artisanaux ou manuels, mais dans les faits, la plupart des contrats qui sont signés en principauté, plus de 90%, sont des contrats post-bac. Donc, on peut faire ses études du CAP jusqu'au Master 2, Bac plus 5 en alternance. Quels sont les secteurs les plus pourvoyeurs d'offres d'alternance? Il y a de l'administratif, ça peut être de la logistique, du marketing, du juridique évidemment, du bancaire. Aujourd'hui, vraiment, on voit que tous les diplômes sont possibles en alternance. Et pour pouvoir accéder à l'alternance, quelles sont les conditions? Nous nous adressons plus particulièrement aux jeunes prioritaires, c'est-à-dire aux jeunes de Monaco et des communes limitrophes qui ont fait leurs études en principauté.
Mais pour pouvoir obtenir un contrat d'alternance, à quel moment est-ce que cela se joue? Parce que alors là, par exemple, on a la période cruciale pour les élèves de terminale, qui est cette période Parcoursup. Que doivent-ils faire pour obtenir une alternance? Ils peuvent effectivement d'abord rechercher une école qui les accepte et ensuite se mettre en rapport avec nous ou effectivement utiliser la nouvelle plateforme que nous avons mis en place dans cette période cruciale pour pouvoir trouver une entreprise qui les accueillera pour la prochaine rentrée. Ce n'est pas plus difficile de suivre une scolarité en alternance? C'est vrai que le rythme est un peu plus soutenu puisqu'on alterne période théorique sur les bancs de l'école et période pratique en entreprise. Pour autant, on voit que c'est vraiment très formateur et d'ailleurs souvent les jeunes qui commencent un diplôme finissent toutes leurs études en alternance parce que ce système leur convient tout à fait. Et vous alors plus particulièrement, pourquoi vous leur recommanderiez plutôt l'alternance que les formules traditionnelles? On voit aujourd'hui que le marché du travail est devenu de plus en plus concurrentiel et en ces périodes parfois un peu difficiles, c'est vrai que le marché de l'emploi des jeunes est rendu un peu plus compliqué et on voit que l'alternance pour lesquelles les jeunes acquièrent de l'expérience fait vraiment la différence derrière quand ils veulent trouver une première insertion professionnelle. Alors on a deux cas de figure, on a ceux qui sont directement recrutés par les entreprises qui les ont formés et on a ceux derrière qui veulent voir autre chose. Et effectivement, quand on les accompagne dans cette recherche, on se rend compte qu'ils sont insérés vraiment très très rapidement. Et donc, depuis plusieurs années, Monaco organise un salon de l'alternance. Cette année, cela va prendre une forme différente. Cette année, nous avons donc réfléchi à créer un format nouveau en fait. C'est pourquoi nous avons créé ce site, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que sur cette même plateforme, le jeune pourra trouver à la fois des renseignements de manière générale sur l'alternance, s'il veut se renseigner, s'il ne sait pas ce que c'est, mais aussi il pourra trouver une école qui peut l'accueillir, une entreprise ou une banque qui peut l'accueillir pour la prochaine rentrée. Voilà, donc on invite donc tous les jeunes de Monaco et communes avoisinantes à se rendre sur cette plateforme. Voilà, le lancement se fait le 1er juin, elle sera ouverte jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, je vous invite tous à venir voir et à vous renseigner. Merci Emmanuelle Cellario pour cet éclairage sur l'alternance. Merci à vous. Nous restons dans le domaine de la jeunesse. Les journées, les jeunes philosophes rencontrent un beau succès. Une revue vient d'être lancée avec les écoliers autour de la nature et les collégiens et lycéens participent quant à eux à des échanges et débats d'idées. L'une de ces rencontres vient de se tenir au théâtre Princesse Grasse autour d'une question d'actualité. Le reportage de Christine Datomel et Olivier Bonello. L'humour est l'allié privilégié de la liberté d'expression qui lui permet de tout dire, dégonfler les arrogances, fustiger les abus et éveiller les consciences sans blesser ni humilier personne. Mais la liberté d'expression est-elle vraiment autorisée à ne respecter quant à elle aucune limite? Autant de réflexions et de questions qui ne sont pas habituelles et sur lesquelles les jeunes ont débattu autour d'une table ronde au théâtre Princesse Grasse. Est-ce qu'on a le droit de tout critiquer ? Est-ce qu'on peut le faire avec humour? Est-ce qu'on peut le faire avec ironie? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, il y a notamment chez des jeunes une grande diffusion de l'ironie, parce que l'ironie humilie, alors que l'humour, lui, il est humble. L'humour, il ne veut rien gagner. C'est juste comme ça, c'est pour le fun, comme on dit. Et aujourd'hui, on voudrait rétablir l'humour un peu chaplinesque, enfin, c'est-à-dire cet humour qui ressemble pas mal à l'amour dans la démarche, c'est-à-dire qu'ils ne veulent rien gagner. L'humour, le bon mot qui sort et qui fait rire tout le monde, est un outil de socialité. Après l'humour et la liberté d'expression, les collégiens et lycéens ont débattu à l'occasion d'une autre rencontre sur un autre sujet, lui aussi d'actualité, le mal-être chez les jeunes sur fond de crise sanitaire. Place à la parenthèse musicale de ce journal. Dimanche, 2 solistes se sont produites aux côtés de l'Orchestre Philharmonique pour interpréter des airs de Brahms et Berlioz. José Sacré et Serge Prémont étaient dans l'assistance. 3 œuvres étaient au programme du concert du 29 mai à l'auditorium Régnier 3 sous la direction de Kazuki Yamada, l'ouverture du Corsaire de Berlioz, le concerto pour piano numéro 2 de Brahms avec en soliste Elisabeth Leonskaya. Encoring
Elizaveta Leonskaya, like the maestra. For me, of course the conductor is maestro, but so the Elizaveta Leonskaya is exactly the fantastic artist, one of the top pianists in the world, of course. Autre œuvre de Berlioz au programme de ce concert, Les Nuits d'été avec la contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux. Big pleasure with her. Marie-Nicole Lemieux is a so fantastic artist too. So, and she has a lot of energy, a lot of emotion, so a lot of character, a lot of the voice sound. So it's a really unbelievable artist. Le dernier concert que j'ai fait solo était avec vous. Donc en janvier 2020, et c'était très chargé d'émotions parce que voilà, on reprend du métier, je retourne en Europe après un an d'absence et ça m'a tellement manqué, les scènes européennes, les amis, voilà, l'air européen, mais mes âmes sœurs sont ici. Alors c'était chargé d'émotions, mais voilà, je suis contente, c'est fait. Vous vous entendez bien avec l'orchestre et avec le maestro Yamada. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une très bonne entente. C'est une entente d'instinct. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que la musique parle. On n'a pas besoin des fois de dire les choses. Il les sent, il les comprend. Et ça, c'est précieux quand on a cette relation-là. Et l'orchestre aussi, toujours très à l'écoute. Non, c'est une belle relation. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à faire ce projet d'enregistrement avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Maestro Yamada. Vous excellez dans tous les domaines, hein, l'opéra baroque, vous avez vu d'ailleurs il y a quelques années à Nice, notamment, et puis l'opéra français, Verdi, la mélodie, le lied. Quel genre préférez-vous? Pour moi, si vous me dites, la musique française est très importante pour moi, sur les deux plans, surtout pour l'interprète. Mais je vous avouerai que on me donnerait, vous avez le choix de faire 3 œuvres dans votre vie. Je pense que je ferai la Missa Solemnis de Beethoven, je ferai les Chants de la Terre de Mahler et le Requiem de Verdi. Cette édition ne serait pas complète sans les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Vanessa Dessy? Eh bien, le soleil sera présent, même si dans l'après-midi, quelques passages nuageux sont attendus. Un vent du nord est à prévoir en début de soirée. Les températures iront de 15 à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 et se couchera à 21h06. Et nous fêterons les Justins. Ainsi se referme cette édition. Nous nous quittons en photo avec ces clichés de Manuel Vitali sur les préparatifs d'une opération de restauration des coraux rouges dont vous parlez, Vanessa Dessy. Une expérience conduite par le Centre scientifique de Monaco et sur laquelle nous reviendrons largement dans une prochaine édition. Très belle et douce soirée à vous.